bonsoir tout le monde, merci d'être là, en live un petit peu pour l'instant, peut-être un peu plus après. Bonsoir, c'est Swannet et en différé aussi, je suis contente de vous retrouver ce soir comme quelques soirs depuis tellement longtemps maintenant. Un petit peu de retard, oui je suis désolée ce soir, mais là c'était, j'ai pas eu le temps de bien préparer mon stream aujourd'hui, donc je me suis dit je vais prendre un peu le temps en arrivant ce soir. Pour que ce soit pas complètement improvisé non plus. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes détendus et voilà, prêts à écouter, peut-être participer à l'émission qui parle culture, voilà, qui parle de culture de manière détendue, voilà, relax. Même si parfois les sujets abordés sont pas toujours faciles, ce sera le cas ce soir avec le premier sujet que j'ai choisi de vous partager dans ma revue de presse, oui, parce que chaque soir je fais une petite revue de presse. Je lis les journaux, je lis les revues, enfin je lis, mais des fois rapidement, des petits articles qui se baladent sur les sites internet. Et je vous en rapporte ce que moi j'ai trouvé intéressant. Je vais streamer jusqu'à 19h15 si tout va bien ce soir. Il faut vraiment pas que je déborde. Voilà, si jamais, n'hésitez pas, vous ferez un petit attention, on arrive à la fin. Hello Marie-Valentine, ça me fait trop plaisir de te voir par ici. Revue de presse, de quoi va-t-on parler? Un sujet qui est un peu compliqué déjà pour commencer, mais il faut en parler, ça fait partie de la culture générale. Pas la culture, c'est-à-dire là on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans la littérature, quoique la littérature cinéma s'est emparée de ce sujet-là. On va parler des enfants volés, alors c'est entre guillemets, au Chili pendant la dictature, soit des années 60 aux années 90. Et c'est 20 000 bébés chiliens qui ont été arrachés de force à leur mère pour être adoptés à l'étranger. Vous verrez que c'est des histoires dramatiques qui sont narrées là dans Libération. Et aujourd'hui, il y a encore des familles déchirées, forcément, qui racontent leur combat. Et certains enfants et certaines mères cherchent encore leurs enfants et vice-versa. Et c'est tout à fait hyper prenant, cet article-là. Un peu, voilà, beaucoup d'émotions, mine de rien, dans cet article-là. On va parler aussi, mais ça n'a rien à voir, de l'histoire de la photographie, parce qu'il y a un très très bon article, comme toujours dans L'Éléphant, cette revue qui traite de culture générale, sur cette histoire passionnante de la photo. Moi j'aime bien ces histoires un peu comme ça, même si on pourrait se dire oui c'est une histoire un peu chronologique, un peu barbante, pas du tout, il s'est passé une tonne de choses, il y a plein d'anecdotes un peu croustillantes, donc voilà, je voulais partager aussi cette histoire de la photo grâce à L'Éléphant. Et on parlera brièvement du retour de qui? De Goldorak. Voilà, si vous avez 30 et plus comme moi, vous savez qui c'est, mais oui, ça fait partie de notre génération. Là, on est génération animée, années 80-90. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté de Goldorak. Il revient en manga, mais oui, parce qu'il nous vient du Japon, mais ce sont des Français qui revisitent le Goldorak d'aujourd'hui. On fera un tour dans le nouveau Okapi, qui est plutôt chouette. Entre autres informations, il y a un dossier sur les procès qui ont changé l'histoire. Et on va revenir sur ceux qui ont marqué l'histoire. Et on peut remonter assez loin. Bien sûr que là, vous aurez reconnu Robert Badinter. Vous savez, on en a parlé, que ça fait 40 ans que la peine de mort a été abolie. Lui, c'est un avocat. Procès historique, pas toujours évident. Loin de faire l'unanimité, mais c'est ça qui est intéressant. Si j'ai le temps, je pense pas, je vais reporter à jeudi. Si j'ai le temps, je vais vous parler mathématiques. Oui, alors que je suis vraiment une grosse quiche en maths. Pourquoi? Grâce à Geek Junior qui m'a fait découvrir une mini-série sur Arte consacrée à l'histoire des maths, mais de manière super sympa. Donc si j'ai le temps, je vais quand même vous le montrer. Mais je suis pas très optimiste, parce que je sais que des fois je déborde et je blablate et tout ça. Mais non, mais Thomas est dans la place de nouveau. Merci Thomas d'être là. Attention, tu sais que voilà, je veux pas qu'on bombarde parce que voilà, gardez vos petits sous pour vous, même si vous êtes trop gentil. Thomas, tu le sais. On part dans l'actu culturelle et on va parler d'un sujet pas facile. On va parler des bébés volés, des enfants volés durant la dictature au Chili des années 60 et jusqu'aux années 90. Je prends mes notes, un petit peu à l'arrache, on va dire, notes à l'arrache, et je suis à vous tout de suite. Alors oui, c'est un article dans Libération qui en parle. Est-ce qu'il y a une actu? C'est pas forcément une actu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles là, qui ont vécu un drame et qui se rendent compte finalement qu'ils ont vécu un drame.
qui se font entendre et qui militent pour leurs droits. C'est un article qui est assez puissant parce qu'il évoque forcément, comme je vous l'ai dit, un sujet pas facile. Et ce sont des drames qui sont évoqués et ça a existé, il faut le savoir. Entre les années 60 et 90 sous Pinochet, 20 000 bébés chiliens ont été arrachés de force à leur mère pour être adoptés à l'étranger. C'est un article qui date d'aujourd'hui et qui est écrit par Justine Fontaine, qui est une correspondante. Voilà, vous savez peut-être que les journaux ont des correspondants partout dans le monde qui écrivent les articles de l'endroit concerné. Là, forcément, on parle de Chine, donc c'est une correspondante au Chili. Ça commence par un direct cash, par un exemple, un témoignage de Elena Vargas qui a 60 ans aujourd'hui et elle raconte, sa fille est née le 25 novembre 75 à l'hôpital. Là, faites le calcul, hein, ça fait 40 et quelques. 44 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, elle a 44 ans maintenant, sa fille. Et elle a encore ce souvenir très précis du moment où elle l'a vue, elle a pu l'allaiter, c'est un moment très très fort. Elle se souvient de son visage, de ses yeux, et là, c'est pas du tout drôle parce que vous avez, elle est dans cet hôpital public de la capitale du Chili. On est en plein milieu d'une période de dictature. Il faut savoir que le général Pinochet, dictature Chili, en Argentine aussi, on peut faire le parallèle. Au Chili 73-90, donc ça a duré très longtemps. Bref, on lui annonce que en fait son bébé est mort et on lui dit que ils allaient garder le corps pour l'étudier. Ils ne lui ont jamais donné d'acte de décès, elle n'a jamais pu voir le corps de sa fille. C'est pas évident comme sujet. Et finalement, à la fin des années 2000, elle se rend compte par hasard que la naissance de sa fille a été déclarée à l'état civil. Donc là, elle commence à cogiter. Et elle se dit que c'est pas possible, parce que surtout qu'elle avait trouvé elle-même un certificat de décès. Et elle se dit peut-être que ce certificat de décès est faux. Donc, comment savoir si c'est faux, si c'est vrai sachant, elle a quelques petites pistes de réponse. Pourquoi? Parce que l'hôpital, ils ont plus le dossier médical. Il a complètement disparu. Donc elle en est convaincue. Au final, sa fille n'est pas décédée, mais 46 ans après son accouchement, elle ne sait toujours pas ce qu'arrive son enfant. Donc là, elle témoigne, mais elle n'a toujours pas retrouvé son enfant. Ce qui est assez fou, c'est que jusqu'en 2014, elle pensait être la seule à vivre la chose. Mais il est arrivé une année, c'est en 2014, où des médias chiliens publient une série de témoignages. Donc les mères, entre elles, se rendent compte qu'elles n'étaient pas seules. Des enfants supposés morts sont en réalité donnés à l'adoption. Oui, c'est ça qui se cache derrière ces méthodes très, très douteuses et très dramatiques. Hello Caronix, bonsoir, merci d'être là. C'est sympa, j'ai commencé en retard, hein, mais c'est sympa. Oui, c'est tellement dur, Caronix. On parle de ces enfants volés durant la dictature au Chili, mais ça s'est passé en Argentine également. Il faut savoir qu'en fait il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, mais ça s'est passé les années 60-90. Là c'est seulement les années 2014 et plus que les enquêtes se font, et la police judiciaire chilienne estime que c'est près de 20 000 enfants chiliens qui ont été adoptés à l'étranger durant cette période, principalement sous la dictature. Alors on a des adoptions qui ont connu un pic sous la dictature, aussi parce que sous le régime de Pinochet, il y avait une simplification des démarches. En gros, il y avait même un peu de la propagande qui était faite dans les journaux, comme dans le quotidien La Tercera, qui date de 77, ou qui était proche du régime, donc on peut presque parler de propagande. Propagande, c'est quand le régime donne des infos pro-gouvernementales, mais de façon vraiment embrigadée à manipuler. Et dans ce journal-là, on pouvait lire: en un coup de fil, vous pouvez avoir un enfant. Donc une sorte de pub un peu malsaine. Mais en gros, vraiment, l'adoption était privilégiée. Et il y avait plein de choses un peu poétiques derrière. On est en pleine guerre froide, donc après la Seconde Guerre, on a États-Unis, Russie, mais pas que, on a les alliés de chaque côté qui sont ennemis. Et la dictature chilienne, elle craignait que les bébés ne rejoignent l'opposition de gauche une fois adultes. Bref, c'était vraiment des adoptions ciblées aussi. Alors il y avait des méthodes aussi, mais c'était aussi pour renouer des relations diplomatiques avec des pays occidentaux qui avaient accueilli des exilés chiliens, donc des gens qui avaient fui le Chili, où les violations des droits de l'homme commises par le régime étaient particulièrement critiquées. Bref, ça c'est pour rentrer plus en détail, mais c'est un peu compliqué à comprendre. Au Chili, l'enquête en fait montre qu'il y avait plusieurs complices de ces enfants enlevés, volés puis adoptés. Il pouvait y avoir des soignants, des juges, des avocats qui ont fait partie de ce qu'on appelle vraiment des réseaux d'adoption. Donc ça c'était hyper ficelé.
Et il y avait des familles qui étaient prêtes à débourser aussi de l'argent pour adopter des enfants. Alors, il y avait des méthodes. Hein, voilà, les méthodes, voilà, il faut les donner, hein, il faut le savoir. Première méthode, il faut, comme ce qu'on a fait pour Elena Vargas, il faut annoncer à la maman que l'enfant est décédé sans donner le corps. Sauf que voilà, le bébé est arraché puis donné à l'adoption. Dans d'autres cas, il y a des intermédiaires qui disaient aux mères que leur nouveau-né avait des maladies très graves qui ne pouvaient être soignées ici et que si elles aimaient leurs enfants, elles devaient le donner en adoption pour pas qu'ils ne meurent au Chili. Donc ça joue vachement sur l'émotion, bien sûr sur le mensonge. C'est une deuxième méthode. Troisième méthode, pas des plus glorieuses non plus, tout à fait dramatique également. Et c'est le cas de Mercedes Milanir qui a été victime de cette troisième méthode. En fait, c'est une femme qui était très pauvre. Et elle a vécu avec un homme, s'est rapidement séparée durant les années 80. Elle s'est retrouvée seule, elle n'avait pas de soutien familial. Et elle a placé ses enfants de 2 et 4 ans en pension pour aller travailler comme employée de maison, donc pour gagner de l'argent. Elle n'avait pas le choix. Donc elle allait voir ses enfants tout le week-end, voilà, mais du jour au lendemain, l'un de ses enfants a disparu. Et en fait, l'enfant a été retiré à sa mère pour être adopté. Et voilà, elle les a cherchés partout, dans les foyers, dans les tribunaux. Elle n'a pas forcément retrouvé. Mais voilà, il y avait beaucoup de mères qui étaient très pauvres et qui n'avaient pas le choix et dont les enfants ont été enlevés plus tard, après la naissance. Mais voilà, l'issue est la même et elle est tout à fait dramatique. Alors, il faut savoir qu'en plus, il y a eu des faux rapports, il y a des faux actes de décès. Enfin, tout ça, c'est très, très glauque. Il y a aussi, c'est ce que nous dit l'article, près de 250 enfants adoptés de manière régulière ont réussi à retrouver leur famille biologique. Mais 250 enfants sur les 20 000 qui ont été enlevés, c'est vraiment une goutte d'eau. C'est absolument... Voilà, c'est très très peu. Alors après, il y a eu des recherches aussi, mais c'est compliqué aussi, hein. Vu qu'on n'a pas de dossier, vu qu'on n'a pas de papier, on n'a pas grand-chose. Il faut parfois beaucoup de chance pour que les enfants se retrouvent. Et aujourd'hui, nous dit l'article, une partie de ces enfants déracinés demandent des comptes à leur pays d'accueil. Ben oui, savoir d'où l'on vient est un droit humain fondamental, c'est vrai, rappelle une femme de l'ONG qui s'est créée, un Chilienne, alors attention, Adoptees Worldwide. Ben oui, par exemple, la France a adopté des enfants supposés chiliens. Et elle voudrait là que la France ouvre ses archives et que la justice lance une enquête sur les adoptions internationales comprises entre 60 et 90. Ça n'a pas encore été fait. Voilà, selon les associations, les parents adoptifs concernés ne savaient généralement pas que les procédures étaient illégales. Ça, on veut bien le croire, mais il y a quand même une complicité quelque part du gouvernement qui ne pouvait pas non plus occulter la chose. C'est pas possible. Donc tout ça, c'est pas encore mis à jour. On n'a pas la lumière sur toute l'affaire. Donc à voir ce que ça peut donner, mais on en entend davantage parler de plus en plus. Moi j'étais moins au courant de ce qui se faisait au Chili qu'en Argentine, mais c'est clairement la même chose. Il y a une très très belle BD dessus, mais je ne vous l'ai pas apportée, qui s'intitule Le Vie volé, je crois, ou Des vies volées, qui raconte tout à fait ce qui s'est passé en Argentine, et c'est voilà, il faut avoir le cœur bien accroché, mais il faut le savoir. Voilà, ça s'est passé, c'est dramatique, et on espère que pour ces familles, voilà, les archives vont être ouvertes, qu'il va y avoir un peu de pistes apporter et pourquoi pas des familles retrouvées, même si que peut-on faire après tant d'années de séparation, parce que bah, je sais pas, bah, c'est assez dingue. Je sais pas comment deux familles après peuvent retrouver des liens comme ça alors qu'ils ont été déracinés. C'est assez dingue. Oh Caroline, c'était trop gentil, ton mal de gorge ça va mieux. Ouais, ça va mieux, mais là voilà, c'est les enfants sont malades. Là j'ai des cernes. Mais j'ai dormi, allez. J'ai l'impression que mon fils, j'ai l'impression de me retrouver quand mon fils est né, quoi. 2-3 heures peut-être cette nuit, entrecoupée. C'était ma nuit en plus, parce que des fois on se fait des alternances de nuit. Oh là là, mon fils n'a pas arrêté de tousser, c'était la catastrophe. Je suis complètement décalquée. Tu es cernée, mais je suis cernée, mais de... Autant la journée, franchement, je me suis dit, mais je gère trop ma journée avec 2 heures je prends mon petit café en même temps, avec 2 heures de boulot. Mais là, ça va pas aller ce soir. Je vais m'écrouler, je pense. Tu es cerné par les seins. Je bois un petit café. Pardon, mais ça me fait du bien. Et voilà. Mais bon, on va faire avec. Et puis, il n'y a pas le choix de toute façon. On fait comme on peut. Après cet article qui était assez prenant, on va partir sur un tout autre sujet. Très vaste,
mais tout à fait passionnant. J'ai envie de dire tout à fait ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'histoire de la photographie, et c'est la revue L'Éléphant qui nous retrace cette histoire passionnante de la photo. L'Éléphant, c'est une super revue généraliste, de la culture générale, mais très compréhensible. Des fois, il y a des articles un peu poussés, mais voilà, je trouve que c'est très accessible. Alors, pour les collégiens, c'est un peu dur, mais pour les lycéens et les plus grands, pas de grandes difficultés. C'est centré sur Gustave Flaubert, ben oui, parce qu'on fête sa naissance, je sais pas combien d'années, je suis nulle là-dessus. Mais il y a toujours, voilà, culture générale, on parle de biologie, le cerveau par exemple, de médias, de sociologie, de médias, de littérature, de société, super revue de culture générale. Il existe la version junior aussi, que moi j'ai au CDI, qui est malheureusement peu lue par les élèves, mais franchement elle est géniale cette version-là. Et là, dans ce nouveau numéro qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps, il y a un dossier sur la photographie. Et c'est chouette parce que quand on retrace l'histoire de quelque chose, il y a toujours des anecdotes qui nous rendent la chose passionnante. Je sais pas si j'avais prévenu hier, oui, vendredi après pour un job, mais non, mais on croise les doigts, Caroline. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. En tout cas, voilà, motivation, comme toujours, t'es motivé et tout, mais des fois, voilà, il faut aussi un petit peu de chance aussi. Donc, ouais, on pensera bien à toi vendredi après-midi. Elle fait partie du 8e art, mais oui, elle a d'abord été une technique révolutionnaire. Et l'intro, elle est pas mal, parce que ça nous rappelle que, effectivement, toutes les civilisations, ça c'est commun à tout le monde, c'est hyper universel. Toutes les civilisations, tous les pays du monde, toutes les cultures ont voulu représenter le monde depuis longtemps, le monde réel, quoi. Depuis la préhistoire, ben oui, préhistoire, voilà, c'était représenté. Hein. Vous avez ces peintures rupestres, voilà, dans les grottes et autres, c'était de la représentation du réel. Donc c'est vieux comme le monde, cette idée, ce besoin, et c'est jusqu'à l'ère moderne. Et l'apparition de la photo, par contre, au 19e siècle, à l'aube du 19e siècle, elle a révolutionné le truc, la reproduction du réel. Pour la première fois avec la photo, il est devenu possible de capturer le réel sans le recours de la main. Ben oui, avant on peignait généralement, on faisait d'autres arts, peut-être un peu de sculpture, tout ça, mais vraiment la peinture, essentiellement, représentait la réalité. Mais à l'origine de la photo, il y a deux découvertes complètement séparées, qui ont pris leur temps aussi, parce qu'au niveau technique, bah oui, il faut que ça prenne. Tout n'est pas, voilà, la photo telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas apparue comme ça par magie. Il y a une première découverte déjà qui est optique, avec la création de la caméra obscura. Ben ouais, c'est une chambre sombre. C'est dur à dire ça, une chambre sombre, surtout après une journée de boulot intense, percée d'une minuscule ouverture qui laisse entrer la lumière afin d'obtenir une image du réel. J'ai capturé un passage d'un site qui est Néoprof, enfin voilà, mais qui est pas mal en fait. Donc je me permets de la diffuser, qui est celle-ci on voit pas trop, mais est-ce qu'on, si je zoome un peu, on voit la chose plus facilement. Voilà, alors c'est une expression tirée du latin, hein, camera obscura, et qui signifie chambre obscure, un chambre noire par exemple pour aujourd'hui. C'est l'ancêtre de l'appareil photographique. Alors, bien sûr c'était énorme quoi. En fait c'est qu'une chambre ou une boîte, ça peut être une boîte aussi, hein, sur la paroi duquel on a fait un trou et qui permet d'obtenir sur la paroi opposée une image inversée, ce qui est un peu représenté sur l'image, mais comme ça c'est bien de mettre une image sur une explication. Donc ça c'est la caméra obscura. Bref. Et le procédé en fait il est connu depuis longtemps, depuis l'Antiquité, et il a été utilisé par plein d'artistes comme s'il vous plaît Léonard de Vinci pour reconstituer l'espace, mais dans la peinture en fait. On parlait pas de photos du tout à l'époque. Il y a une deuxième découverte qui est fondamentale mais qui est chimique. C'est fondé sur l'idée de fixer durablement une image sur un support stable. Et dès le Moyen-Âge, donc ça a carburé quand même, hein, dès le Moyen-Âge, vous avez des alchimistes qui ont observé que certains corps argentiques réagissaient à la lumière. Donc là, on parle de chimie, on parle de chlorure d'argent avec la lumière du jour, tout ça. C'est très expérimental et il faut attendre 18e siècle, fin 18e, pour qu'un Français ait vraiment l'idée d'intégrer une feuille de papier recouverte de chlorure d'argent dans ce dispositif d'une caméra obscura, pour que les deux soient liés. Mais même si les deux sont liés au 18e, c'est pas encore la naissance de la photo, il y a plein de problèmes techniques. À l'époque, on galère quand même pas mal, même s'il y a des avancées fondamentales, on en est loin de l'invention de la photographie. Qui est l'inventeur de la photographie? Mais qui? Alors il y en a plein qui se disputent l'invention. En France, mais pas que, en Angleterre aussi. En France, il y en a un
je connaissais pas du tout moi ce nom-là, Niepce, je pense qu'on prononce comme ça, qui en fait cherche un moyen de reproduire des gravures d'artistes à l'aide de cette caméra obscura. Et il écrit à son frérot, on va dire ça, en 1816, et il lui dit qu'il a réussi à obtenir une image négative sur papier au moyen d'une chambre noire. Donc là, ça commence un peu à représenter le... On arrive un peu dans la procédure de la photo. Et par contre, il faut après attendre entre 1816 et 1922 pour que la photographie naisse. Et oui. Et on a des premières photographies connues qui arrivent. On peut dater la chose de 1826-1827, bref. Mais surtout, on a Louis Daguerre, oui, qui est un peintre parisien mondain, qui décide dès 1929 de collaborer avec le français Niepce, là, et il perfectionne le procédé et ne cache pas son ambition de gagner de l'argent. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a tout le côté business qui arrive là. Et ils se disent, on a moyen de faire un truc. Alors, ils inventent une machine qu'on appelle le daguerreotype, et qui est considérée comme l'ancêtre un peu de l'appareil photo. Alors j'ai peut-être je crois que j'ai une petite illustration là qui peut vous aider. C'est ça, voilà, c'est ça. Et ça ressemble un peu à l'appareil photo. Sauf que c'est un peu galère. Je crois que ça pèse, comment ça pèse? C'est dit dans l'article, mais c'est un truc de malade. Il faut savoir qu'au même moment, il y a un Britannique qui crée à peu près la même chose, on le voit, qui est le calotype, on est vers 1835, et une sorte de procédé positif-négatif qui permet de réaliser plutôt plusieurs tirages sur papier. Donc là, on est vraiment dans l'ancêtre de la photo, et c'est vraiment un truc de folie. Par contre, les machines, les engins, ils pèsent des tonnes. Ça pèse, je crois, 50 kilos. Donc autant on peut le transporter, commencer à faire les premiers portraits, autant c'est un petit peu galère quand même. Mais l'idée du business arrive, pourquoi? Parce que la bourgeoisie décide de développer le portrait. Ben oui, l'idée c'est qu'on peint plus trop, pour les bourgeois en tout cas, les gens. Maintenant on peut faire des photos. Mais les temps de pause sont absolument incroyables. On est sur 20 minutes à 1 heure. Ce qui maintenant, voilà, hop, c'est instantané. Et puis, il faut surtout déplacer le matériel qui voilà, c'est 50 kilos. En plus, c'est hyper onéreux et tout. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est plutôt la bourgeoisie qui se fait photographier. Mais ça va devenir une activité commerciale. Et mec, t'en fais des tonnes cet appareil. Ici que je refasse le portrait. Ouais, ça maintenant, ça nous paraît tellement facile, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Il y avait des ateliers de portraitistes qui s'ouvraient un peu partout en Europe, aux États-Unis. Et puis, ça devient peu à peu assez courant de se faire photographier et ça remplace la peinture. Et souvent, les peintres deviennent photographes, en tout cas les portraitistes. Et il y en a plein, voilà, de célébrités qui se sont fait photographier, Baudelaire, George Sand, Victor Hugo. Bref, le portrait photographique rivalise avec le portrait peint. Bref, modernité de la société aussi. Puisque oui, et ça c'est hyper intéressant parce que avec cette invention, eh ben, on peut aller témoigner de ce qui se passe dans le monde. Et vous avez l'État français qui a missionné des photographes professionnels pour aller rendre compte de ce qui se passait dans le monde. Il y avait plein d'expéditions ethnologiques pour étudier des peuples, des choses qui se passaient dans le monde. Et aussi pour se documenter sur ce qui se passait au niveau historique. Il y a des photographes qui sont allés photographier ce qui se passait durant la guerre de sécession aux États-Unis, Nord-Sud, pour vraiment résumer très largement. Et puis c'est le début du reportage de guerre. Les conflits armés sont couverts aux États-Unis et en Europe, comme la guerre franco-prussienne en 1870. En France, le courant de la photographie documentaire se développe beaucoup, très largement, et la photographie de guerre devient un peu courante. Est-ce que la photographie est un art? Il y en a plein qui disaient que non, notamment Charles Baudelaire, qui était poète, critique d'art, vous le connaissez sans doute, qui disait voilà, que c'était vraiment la fidèle servante des arts et des sciences. Lui, il disait un petit peu des deux, mais voilà, il y en a plein qui le considéraient pas forcément comme un art, mais plus comme une technique. Et c'est plutôt au début du XXe qu'il y a plein de photographes qui militent pour une sorte de photographie un peu émancipée, du modèle un peu pictural, représentation du réel. Mais voilà, on pouvait photographier d'autres choses, des choses plus épurées, plus conceptuelles, et qui n'étaient pas forcément documentaires. Aujourd'hui encore, on a deux tendances. Ben oui, on a une tendance un peu néo-documentaire. En gros, c'est la photographie documentaire. Et puis après, une photographie pure qui ne fait l'objet d'aucune altération, et qui ne se suffit à elle-même, qui se fait plus formelle, une composition très épurée.
Voilà, c'est un peu ce qui nous dit. En gros, il y a deux courants, un peu artistiques et un peu documentaires. Mais voilà, mais l'histoire de la photo, ça a pris son temps. Et je trouve que c'était plutôt intéressant de la connaître. Et puis ouais, forcément, vous avez quelques photos mythiques là, qui sont montrées noir et blanc en chemin de raie. Mais qu'est-ce que c'est beau aussi ça. Cabaret de l'homme armé, ça c'est Eugène Adjé, je sais pas qu'on prononce comme ça, mais qui lui a été un des plus grands photographes du courant documentaire aux États-Unis. Et vraiment, il avait une dimension très sociale dans ses photos. Il a montré notamment ce qui se passait au niveau de quand il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis, qu'il y a plein de gens qui sont devenus hyper pauvres. Donc il l'a montré. Il y a beaucoup de photos aussi qui nous montrent l'époque industrielle un peu hyper tarée, un peu à la manière de Charlie Chaplin avec les temps modernes où c'est des cadences infernales et tout. Beaucoup de photographies de l'époque montrent un aspect social du truc, quoi. Charonixia, j'ai fini un nouveau roman, j'étais assez déçue. Du coup, j'ai eu du mal à le finir. Et ben moi, franchement, je suis impressionnée parce que je ne finis pas. Je ne finis plus. Avant, je me disais, je finis à tout prix. Je ne finis plus les romans. J'ai du mal à lire. Parce que des fois, ça dure des semaines. On reste coincé dans un roman. Non, je crois qu'il faut faire le deuil. Il faut passer le roman et passer à autre chose. Après, toi, tu es peut-être obligé de finir parce que tu les critiques. Mais c'est tellement dur, je trouve, de finir un roman qu'on n'aime pas plus que ça. Cette saga que j'ai lis actuellement, il n'y a que 2 romans qui m'ont déçu. Est-ce que c'est la saga des Warhammer ou pas? C'est ce dont on nous parlait hier. J'ai du mal aujourd'hui. C'est comme si j'avais une patate dans la bouche là. J'arrive pas à articuler, mais la fatigue, au secours, au secours. Merci les microbes de l'hiver. Alors c'est bien le Covid, enfin les restrictions sanitaires et tout, mais en fait je remarque que on a vécu dans un environnement complètement aseptisé depuis un an et quelques. Et du coup, nos corps là, ils ont plus l'habitude, on n'a plus le même système immunitaire. Donc là, les enfants malades. Finalement, on se rend compte que dans un monde aseptisé, c'est pas terrible non plus. Mais bien sûr qu'après, les gestes barrières, tout ça, c'est essentiel. Parce que le Covid, il ne faut pas le prendre à la légère. On va partir dans Okapi. Je pense que j'aurai pas le temps de vous parler de maths ce soir, mais je vous en parlerai jeudi. De cette chaîne qu'il faut découvrir grâce à Arte, grâce à Guy Julien. Mais on va quand même parler de Okapi et faire un tour dans Okapi. C'est plutôt chouette. Je prends mes notes et je suis à vous tout de suite. Je suis dans le désordre. Voilà. Donc ça, c'est la une de la revue Okapi. Je vais essayer de pas dépérir dans le stream. Bon, on va pas revenir sur l'anniversaire des Pokémon. On est revenu. Ah, mais j'ai oublié de vous parler de quoi? Non, j'ai oublié de vous parler de Goldorak. Il faut que je vous le dise parce que ça fait partie de mon enfance aussi. Rapidement, avant de partir dans Okapi. Rapidement, c'est le retour de Goldorak. Ben oui. On va repartir dans Okapi après. Là, on est sur de l'impro. Ça veut rien dire. Mais oui, c'est le retour de Goldorak. S'il y a des trentenaires et plus, vous saurez qui c'est. Mais oui, c'est le mythique robot. On est dans un univers très années 80, manga et tout, comme le dit l'article. Et c'était un robot star, oui, au début des années 80. Je crois que c'est dit, c'est même avant Dragon Ball, avant Sailor Moon, avant tous ces mangas que vous connaissez, il y a eu Goldorak qui est né en 75 au Japon, qui a atterri sur les écrans français en juillet 78. Dans quoi? Dans Récré 2, à l'époque c'était Antenne 2, c'était France 2, avant que ça aille sur TF1 avec Dorothée, oui. C'est vrai que ça faisait souvent peur aux parents, ça faisait souvent peur à ma maman, parce que le Club Dorothée, il y avait beaucoup de mangas, de choses qui arrivaient du Japon, on n'avait absolument pas l'habitude de voir ça. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine forme de violence qui était complètement à l'opposé de ce qu'on regardait avant. Je sais pas ce qu'on regardait avant. Qu'est-ce que je regardais avant? Genre Bouli le bonhomme de neige. Qu'est-ce qui vient comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait aussi?
Le petit ourson, là, le petit ourson, le petit automobile, Bumbo. Tout ça, c'est des dessins animés trop gentils, quoi. Et d'un coup, il y a eu cette vague d'animés qui venait du Japon, avec Goldorak notamment. Il faut savoir qu'en quelques mois, c'est devenu un phénomène en France durant les années 80. En plus, voilà, plein de produits dérivés, des jouets pour les fêtes, voilà. Petite courte carrière hein, de 2 ans, mais vraiment, c'est le début de la passion manga en France et dans l'esprit de milliers d'enfants à l'époque. Goldorak, c'est une histoire qui est intéressante quand même en plus. Là, vraiment rapidement, j'ai ouvert ma petite page Wikipédia parce que c'était pas très frais hein, dans ma tête tout ça. C'est l'histoire en gros hein, de ce robot qui s'appelle Goldorak, mais pas que, parce qu'il faut savoir qu'il y a une sorte, on est dans univers, on est dans l'espace, vous avez différents empires, il y a un empire extraterrestre qui a ravagé une lointaine planète, une planète pacifique hein, qui s'appelle Euphor, et il y a un prince sur Euphor qui a pu échapper au massacre en leur soustrayant qui à cet empire un peu belliqueux, la machine de combat, Goldorak, cette machine de combat. Et c'est une machine qui peut voyager à travers l'espace, arriver dans une soucoupe porteuse, bref. L'histoire se passe aussi sur Terre. On est vraiment plongé dans l'univers un peu space opéra, un peu fantasy, fantastique, avec un côté très manga japonais, donc c'est assez riche. C'est vrai que c'est violent quand même. Donc pour les plus jeunes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. Mais en tout cas, c'était succès années 80. Et en fait, il y a des Français, c'est pas des Japonais, qui ont décidé de le faire renaître, Goldorak, avec un nouveau manga là, qui est sorti ou qui va sortir. Bien sûr, ils ont pris des gens qui aimaient Goldorak à l'époque. Et j'aime bien parce que parmi eux, il y a un scénariste, un très bon scénariste, c'est vrai, qui a décidé de relancer l'histoire de Goldorak. Et il faut dire, ouais, j'ai jamais coupé le cordon ombilical avec Goldorak, qui raconte aujourd'hui encore, quand je regarde un épisode, je pleure. Bon, faut peut-être pas exagérer, mais n'empêche que il y a un scénariste, il y a aussi un éditeur qui est spécialisé dans les mangas, hein, un des principaux éditeurs de mangas en France. Et puis un fan aussi a participé à cette nouvelle version de Goldorak. 4 ans. 4 ans pour bosser là-dessus et sortir le manga avec le dessin qu'il voulait, avec le scénar qu'il voulait. Et puis, on a un Goldorak made in France. Et ça, c'est assez original pour le signaler. C'est pas une copie non plus du Goldorak qu'on a connu. C'est plutôt un hommage. Donc là, pour les trentenaires et plus, il faut la découvrir, cette BD. Et un petit peu un jeu sur la nostalgie, nous lit l'article. Mais c'est le mood du moment, la nostalgie. Là, on parlait des cartes Pokémon, etc. etc. C'est le mood du moment, la nostalgie, carrément. Donc voilà, retour de Goldorak, article juste pour vous dire ça, article très court, mais voilà, je voulais vous en parler, je peux passer à côté quand même. Et on retourne dans Capi, voilà, avec des procès qui ont changé l'histoire, mais pas que. Il y a plein de petites infos qu'on peut piocher ça et là. Les adieux d'Angela, mais oui, on en a parlé, hein. Angela Merkel, chancelière qui va quitter le pouvoir après 16 années au pouvoir en Allemagne. Et puis on a des petites photos insolites qui nous viennent d'elle, qui s'opposent à cette image très dure qu'on a de cette femme qui a une réputation vraiment de sérieux discrétion. Bon, bref, là, elle est dans un zoo en Allemagne avec ses oiseaux, etc. On a aussi des courses un peu rétro, mais ça c'est trop choupinou, hein. Des courses de voitures pour enfants. Et là, je suis contente, je vois des filles au volant des voitures et ça me fait plaisir. Des voitures, voilà, des courses un peu insolites. Bon, bref. Danse sur un fil. Il y a des fous quand même. Il y a des fous qui dansent sur des fils. Et là, c'est un parcours de 670 mètres à 70 mètres de haut sur une sangle qui relie la Tour Eiffel au Trocadéro. Et c'est Nathan Paulin, c'est un célèbre funambule qui a réalisé cette expo en septembre. Des tarés partout. Une page d'histoire, c'est fou, ça, une tablette en argile est d'une valeur inestimable. Ben oui, avant on écrivait sur des tablettes, hein, on n'est pas sur les papiers directs. C'est une des plus anciennes œuvres littéraires connues, l'épopée de Gilgamesh qui raconte les aventures d'un roi de Mésopotamie. Et en fait, ça a été volé dans un musée irakien, sans doute durant la guerre du Golfe dans les années 90, et ça a été retrouvé, revendu en Angleterre, aux États-Unis. Ça va être rapatrié en Irak, mais n'empêche que vous pouvez voir cette tablette d'argile, quoi. C'est assez dingue, on remonte aux origines de l'écriture. Quelques infos par-ci par-là aussi. À Dubaï, bah oui, Dubaï, ils font des tours immenses. Mais voilà, ça leur suffit pas. Ils ont aussi créé la piscine la plus profonde du monde.
C'est une piscine qui fait 60 mètres de profondeur, 15 mètres de plus que les autres piscines du même genre. Ils veulent toujours frapper plus fort, voilà. Sachez que si vous voulez plonger là dans cette piscine, il faudra quand même débourser entre 100 et 800 euros. Voilà. La somniloquie, c'est le fait de parler en dormant. Moi, je suis assez sujette à ça. Ma fille aussi, c'est un moulin à parole. Il m'arrive des fois de dormir avec elle, voilà, des circonstances, hein. Mais un moulin à parole. Mais c'est un truc de malade. Mais c'est trop impressionnant. Des fois même, elle s'assied et elle parle les yeux ouverts. C'est trop flippant. C'est la somniloquie et ça atteint quand même pas mal de personnes. Je sais pas si j'ai des chiffres. Non, j'ai pas forcément de chiffres. Mais bref, c'est assez impressionnant. Les dossiers de l'histoire, nous voici dans ce dossier sur les procès historiques. Forcément, on peut parler de ce procès historique qui date de 77. C'est avant que la peine de mort soit abolie. Alors, on va pas y revenir en détail, puisqu'on a beaucoup parlé de Robert Badinter. C'est les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Et à l'origine, il y a qui? Il y a Robert Badinter, cet avocat. Mais sachez que oui, un des procès historiques, c'est celui qui s'est tenu en 76. Et en fait, Robert Badinter, il a défendu un assassin. Un assassin qui a tué et enlevé un garçon de 7 ans. Crime horrible pour beaucoup de Français, pour tout le monde en fait. Effectivement, c'est un crime horrible. Sauf que Robert Badinter l'a défendu et qui se battait pour faire supprimer la sentence de la peine de mort. Alors, il a fait une longue plaidoirie, voilà, il avait éveillé la conscience des jurés, qui seuls vont décider de droit de vie ou de mort sur un homme. Et il faut savoir que 4 ans après ce procès, c'est pour ça qu'il est historique, une loi sera votée pour abolir la peine de mort. Ben oui. Robert Badinter, c'était un avocat humaniste et qui est devenu ministre de la Justice il y a 40 ans. Ben oui, déjà. Forcément, procès historique, mais on peut remonter encore plus loin. Et on peut parler de l'affaire Dreyfus, ben oui, avec cette une, avec Zola aussi, 13 janvier 1898. Dans un article, le romancier Émile Zola, que peut-être vous connaissez. Tic-tac, 19h12, 19h12. Non, ça va, j'ai un rap jusqu'à 19h20. Donc ça va, merci d'être là pour me rappeler. Parce que moi, je suis lancée à chaque fois. Pour l'écrivain, il voulait défendre un officier français, Albert Dreyfus. Alors, qui c'était le capitaine Dreyfus, il avait été jugé devant un tribunal militaire en 1894 pour trahison envers la France parce qu'il était accusé d'avoir transmis des documents classés secrets. Et sauf qu'en fait, c'était un bouc émissaire. C'est pas forcément lui, en plus, le coupable, c'était pas lui. Et il y a eu tout un dossier qui a été montré contre lui avec des fausses preuves. Il y a une presse aussi qui s'est déchaînée contre lui. C'est le coupable idéal, le bouc émissaire. En plus, il était de confession juive, donc c'était le traître idéal. 2 ans plus tard, en 1896, il y a un véritable coupable là qui apparaît. On l'a complètement oublié, ce coupable-là. Il a été acquitté d'ailleurs. Mais il y en a qui ont été scandalisés du fait que certains ont été accusés et condamnés, quoi. Comme Émile Zola, qui était un intellectuel, un écrivain mais engagé, et qui a publié une lettre dans ce journal-là, dans le journal L'Aurore. Et en plus, Zola, après, a été condamné pour diffamation. En gros, diffamation, c'est accusé de raconter n'importe quoi. Et mais n'empêche que ça a eu beaucoup d'impact, parce que le doute s'est immiscé dans les esprits de beaucoup de monde. Et puis, après 12 ans et 2 autres procès, l'officier sera finalement libéré et reconnu innocent. Grâce à ça, grâce à Zola qui a dit « j'accuse ». Et c'est un article qu'il faut connaître, c'est hyper fort comme article. Landru, si vous voulez vous intéresser un peu aux grands méchants et aux pas sympas et aux gens qui ont fait des trucs très glauques, il faut connaître Landru, mais surtout il avait une sorte de mise en scène dans ses procès qui fait que on n'oublie pas les procès de Landru. On est en 1921. C'est le Barbe Bleue des temps modernes. Oui, il est considéré comme le premier tueur en série français. Entre 1914 et 1919, il aurait tué 10 femmes pour voler leur argent. Alors il les a séduits, tout ça, il les a amenés dans une maison de campagne. Et après, ils ne sont jamais revenus. Il aurait probablement brûlé leur corps. Glauque. Bref, il y a eu un procès, il a fait complètement le show, le personnage fascine en même temps. Il joue avec les mots, il est insolent, il a une sorte d'intelligence qui qui colle pas avec le côté meurtrier. On se dit, ouais, c'est des gens qui sont fous, mais ils sont fous, et lui, il était fou et intelligent. Donc c'est ça qui est assez fou.
Et il répète, c'est à vous de prouver, il n'a jamais voulu dire qu'il était coupable. Il y avait une audience qui a attiré le tout Paris, sachant que depuis tout le temps, en fait, les procès sont ouverts au public. Chacun a le droit d'y assister dans la salle, tant que les débats restent calmes. Pas de dénouement surprise pour Landru. Après 3 semaines de procès publicitaire, malgré l'absence de corps, le voilà reconnu coupable et condamné à mort. Voilà. Ça, c'est parti. Il y a un procès qui a eu beaucoup de d'écho, de retentissement. C'était en 2004. Ouais, ça, c'est assez glauque, c'est assez dur, cette affaire-là. Ça s'est passé dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Outreau. Et en fait, c'était une affaire Outreau. On parle carrément d'affaire Outreau. Qui est le symbole d'une grave erreur judiciaire. Parce qu'il y a eu des erreurs judiciaires durant ce procès. En fait, c'était une affaire de pédophilie au départ. Pédophilie, vous savez, voilà, agression sexuelle envers des enfants, des mineurs. Et puis, il y a des habitants d'une ville du nord de la France qui ont été accusés. Et en fait, l'affaire est ultra médiatisée parce que c'est vraiment une affaire glauque au possible. Et les accusés étaient présentés comme des monstres. En même temps, la pédophilie, voilà, c'est pas quelque chose qui est super voilà, à mettre en valeur. Donc ils étaient présentés comme des monstres, sachant, bon, même s'il y a la présomption d'innocence, puisqu'avant d'être jugés, on est tous supposés être innocents, ils étaient présentés déjà comme ça, parce que supposés coupables. Sauf qu'en fait, on a découvert qu'il y a eu plein de failles dans le procès, avec des méthodes des experts qui ont auditionné les enfants qui étaient vraiment pas optimales. Tout a été mis en doute, et finalement, le jury a acquitté 7 des 17 accusés. Donc voilà, c'est un procès qui fera éclater la vérité, un deuxième procès. Mais qui nous montre aussi que il peut y avoir des failles, il y a des excuses qui ont été faites, etc. Ouais, c'est pas ce qui est le plus facile. Et là, bien sûr, qu'on a le procès qui se tient actuellement, là, le procès des attentats. Alors, pas forcément celui qui se tient. Et là, actuellement, il y a le procès des attentats de novembre 2015. Mais il y a eu déjà un procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, mais pas que, aussi contre les victimes d'un magasin hyper caché. Pour ça, à chaque fois, il y a des témoins qui viennent. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est hyper émouvant, c'est hyper dur, parce que vous avez les témoignages, vous avez de tous ceux qui ont vécu les attentats à Paris en novembre 2015. En fait, les accusés sont décédés, mais on juge les éventuels complices. Et le procès, à chaque fois, ravive des fortes émotions collectives. C'est vrai, la justice doit garder des distances. Et ça, c'est pas forcément évident. Normalement, on ne peut pas prendre de photos, de vidéos. C'est pour ça que souvent les procès, toujours d'ailleurs, les procès sont retranscrits de manière artistique. Vous avez un peintre, vous avez un dessinateur qui dessine ce qui se passe. Pas de photos, pas de vidéos. C'est pour ça que vous dites, mais pourquoi il dessine les trucs? Mais oui, c'est comme ça. Sauf que quand il y a des procès historiques comme ça, comme celui de Charlie Hebdo, mais d'autres aussi, ça peut être filmé et ça sera dans des archives pour témoigner plus tard de ce qui s'est passé. Et c'est arrivé, je crois, les procès aussi contre les nazis, le procès de Nuremberg, je crois aussi, il y a une série là-dessus. Ça peut être filmé, mais ça a valeur d'archives et de témoignages. Voilà. Donc très très bon dossier dans Okapi à découvrir. Voilà, c'est bien de savoir ça pour notre culture générale. 19h18, ça y est, c'est l'heure de partir. Oh là là, mais je crois que je vais bien dormir ce soir. Je crois que je vais tomber de fatigue. Merci pour votre bienveillance comme à chaque fois, parce que là on était quand même sur un stream un peu compliqué au niveau de l'articulation, de tout ça. Mais merci toujours de votre bienveillance, vos mots gentils et tout. Bonne soirée, merci Siswanot. Bonne nuit, oui, bonne nuit. Je crois que ma nuit, si je peux dormir à 21h, je vais dormir à 21h, je crois. Merci d'avoir été là. On se retrouve jeudi pour un nouveau stream. Normalement 18h15, comme je suis en formation et que voilà, je vais taper un peu les bouchons, on va dire ça comme ça. Il se peut que j'ai du retard. Donc 18h15, 18h30. Jeudi, je serai au rendez-vous. À jeudi. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là.